suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis développeur Java depuis très longtemps. Alors heureusement, je ne fais pas que du Java, je m'amuse avec d'autres technologies. Je suis membre de Mixteam, je suis membre des Software Crafters de Lyon et j'ai un blog qui ne bouge pas beaucoup, mais sur lequel je parle de programmation, mais jamais en Java. C'est assez curieux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a du JavaScript, il y a du ML, il y a des trucs par là. Il n'y a jamais de Java. Un jour, j'écrirai là-dessus, probablement sur Spring 8 OS, parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Alors, initialement, je suis arrivé sur ce sujet de Spring 8 OS parce que j'avais un besoin. J'étais en train de coder une application et sur cette application, j'avais un gros processus métier et une API REST. Et je me demandais, mais comment est-ce que je peux faire ça sans que le client, donc la partie présentation de ma solution, connaisse à l'avance les états et les transitions. Et ça me paraissait inextricable. À chaque fois que je tournais le problème dans ma tête, je ne trouvais pas de solution à ça. J'avais forcément mon client, mon code JavaScript, qui avait une connaissance à l'avance de ce qui allait se passer. Si vous réfléchissez 2 minutes à la façon dont on code, par exemple, un tunnel d'achat, un site comme Fnac ou Amazon, très probablement, les écrans connaissent les successeurs dans l'acte d'achat. D'abord, on met le produit dans le caddie, ensuite on va au paiement, puis une fois qu'on est allé au paiement, on demande l'adresse de livraison, puis on calcule la livraison, puis ensuite on fait le check-out et on dit ça y est, c'est payé. Et cet enchaînement est bien souvent connu à l'avance, à la fois du serveur qui fait en sorte d'un point de vue transactionnel que ça se passe dans l'ordre logique des choses, et bien souvent aussi côté présentation pour avoir un enchaînement logique. Moi ça ne me plaisait pas parce que quand je code, j'aime bien éviter le couplage. Donc, je cherchais la solution. Et je l'ai trouvé dans la contrainte 8 OS. Mais ce que je veux dire avant de commencer ce talk, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin selon les applications que vous aurez à développer ou que vous développez déjà. Il y a des cas typiques, moi je vis ça au quotidien, où on n'a pas forcément des contraintes dont on va parler ce soir, donc il ne faut pas vous sentir obligé de faire ça. Et si vous avez une haine de 8OS, vous avez le droit, elle est parfaitement autorisée également. Et d'ailleurs, dans la communauté, il y a une rage autour de 8OS avec les pros et les anti. Donc là, par exemple, vous avez Roy T. Fielding, qui est très connu puisqu'il est cofondateur de Apache, la fondation Apache. Il est co-spécificateur de HTTP. Il est beaucoup d'autres choses. Co-créateur du projet Apache Web Server. Et ce monsieur, il nous dit les API REST doivent avoir des hypermédias. Elles doivent être hypertext driven. Donc, sous-entendu, c'est 8OS et il n'est pas possible de ne pas faire de 8OS. J'aime beaucoup sa première phrase quand il dit je suis frustré justement, donc c'est le fameux problème de couplage dont je vous parlais. Il y a tellement de couplage à l'écran que ça devrait être classé X. J'aime bien, c'est rigolo. C'est assez typique du bonhomme, toujours dans l'excès. Vous avez au contraire, donc vous avez ensuite des articles tout à fait sympathiques qui parlent des points de vue des pros et des anti-8OS. Et vous allez avoir des gens qui vont vous expliquer, avec de très bons arguments, qui sont tout à fait valables et recevables, que les hypermédias, 8OS, la contrainte 8OS, c'est du bullshit et ce que je vais vous raconter ce soir, ça sert à rien et il ne faut pas en faire. Donc mon but ce soir, c'est pas forcément de rentrer dans le débat, c'est plutôt de vous parler de pourquoi chez moi ça marche et ça me plaît, et toujours avec cette idée que je parle de processus métier, avec des enchaînements, avec des choses qui ne sont pas prédictibles à l'avance. Et si vous êtes sur des applications qui sont en saisie-restitution, je présente du contenu, je l'affiche à l'écran, je le sauvegarde dans une base, je le restitue, etc. Donc des applications de code, des applications avec une logique métier qui n'amène pas des processus, vous n'avez pas forcément besoin de ce que je raconte. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous ranger au rang des pragmatiques et estimer que ce que je raconte, c'est vraiment s'embêter pour rien. Okay, donc c'est juste le cadre. Voilà. Pensez processus métier complexe, pensez BPM, vous voyez, un peu dans l'idée. On va parler un tout petit peu de BPM, il y a juste une slide. Pour vous faire sentir un peu ça, je me suis dit qu'un exemple, ça c'est pas mal. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est celui des livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Ouais? Un peu? Ouais?
Ça date, hein, les livres dont vous êtes le héros, ça existe encore, mais c'est sorti il y a, je sais pas, 30, 40 ans. Et voilà, les gens avaient ça, on les repérait en fait. C'est ce livre où la personne a toujours des doigts glissés entre les pages à plein d'endroits, alors que c'est pas logique. Quand on lit, normalement on va de la gauche vers la droite, mais c'est pas le cas dans les livres dont vous êtes le héros, parce que quelque part on avait vu, c'était la fonction sauvegarde. Voilà, si je me suis planté, en fait je reviens à la page, et ça c'est avec mon onglet que je me suis marqué. Alors cet exemple est probablement pas mauvais, puisque je me suis rendu compte cette semaine qu'il avait été repris par Ian Robinson, qui est un auteur dont je parlerai tout à l'heure dans les livres qui m'ont inspiré pour cette conf. Et il avait utilisé l'exemple des livres dont vous êtes le héros avec le sorcier de la montagne de feu, qui est le tout premier livre-jeu de la gamme Fighting Fantasy, lors d'une conf en 2000, ça doit être dans les liens, non je sais plus, 2014, oui c'est ça, on le voit sur la slide, 2014. Et l'un des process par exemple que j'ai dans ces livres dont vous êtes le héros, LDVELH si vous cherchez ça sur internet, c'est par exemple complètement le système de combat qui existe à l'intérieur de ces jeux, où, alors je ne veux pas vous embêter forcément trop avec un diagramme d'état, mais soit on est à égalité avec la créature qu'on est en train d'affronter, soit c'est le héros qui est blessé, soit c'est le monstre qui est blessé, soit le héros est mort, soit le monstre est mort. Dans tous les cas, quand l'un ou les deux sont morts, eh ben, la rencontre se termine. Et après, il y a des contraintes qui sont métiers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une API qui exposerait l'état de ma rencontre, l'état de mon livre-jeu, mais pas d'avoir le client qui est sans arrêt en train de s'enquérir de l'état pour savoir qu'est-ce qu'il peut afficher ensuite. Je préfère lui dire, tiens, voilà les informations, et débrouille-toi avec. Bon, c'est le moment où je passe à la démo. Et je vais vous montrer ça. Oula, c'est pas ça du tout que je veux. C'est quoi? Donc voilà, donc j'ai démarré un livre-jeu. Le code est sur GitHub, c'est de l'open source, vous pouvez y aller. J'ai juste oublié de commiter les tests unitaires que j'ai écrits en TDD, parce que comme je suis au crafter, j'ai appris à faire du TDD et c'est tellement génial. Mais je les commiterai, les tests. Pour les gens qui bossent chez SonarCube, je tiens à dire qu'il y a 0 code spell dedans. 0 code spell. Ah non, 0. Il n'y a rien. Jamais j'avais fait ça. C'est bon, allez-y, mangez-en. Ouais, parce que moi je fais des code spell, enfin je suis normal d'habitude. Mais sur des projets, des pet projects, on peut s'amuser à faire des trucs un peu plus compliqués. Alors j'espère qu'on va pas avoir l'effet des mots. Là on est sur un scénario vraiment bête, qui était le scénario qui me servait à tester mon moteur. Donc ça commence par un combat et ensuite ça enchaîne sur des étapes. Et je vous montrerai un peu ce que ça donne en termes d'API chemin faisant. Donc voilà, là, mon API, elle me dit que j'ai une seule action qui est disponible. Donc je vais démarrer. Là, maintenant, j'ai 2 actions qui sont possibles. Je peux tester ma chance ou appliquer les ajustements, donc appliquer en fait la perte de points de vie de part et d'autre. Donc là, j'ai un message aussi qui vient d'apparaître. J'ai été blessé par mon adversaire, donc ça me gêne, je vais essayer ma chance pour éviter d'être blessé. Ah voilà, ah mais non, c'était moi, c'était moi qui l'avais blessé. Oui. Ah ouais, c'est moi, j'ai compris à l'envers. Bon ouais, du coup, pas de chance, j'ai moins blessé la créature que ce que je pensais. J'ajuste. Voilà, puis on va continuer jusqu'à ce que l'un des deux ait plus de points de vie. Donc là, j'ai blessé, je vais faire les ajustements. Quand dans un livre dont vous êtes le héros, on perd 2 points de vie lorsqu'on est blessé. 1 point de vie si on a réussi à éviter un peu le coup, et 4 points de vie si on a réussi à faire un dégât vraiment balèze. Je vais faire les ajustements, j'ai encore blessé. Ah, cette fois-ci c'est moi qui suis blessé. Allez, je tente ma chance. Quand on tente sa chance, en fait on perd 1 point de chance aussi. Donc ça, voilà, ça met à jour ma chance. Vous voyez, elle diminue là. Allez, on va essayer de gagner. Ouais, le combat est terminé. Donc là, l'option d'aller à l'étape suivante est déverrouillée. Le combat contre l'homme est terminé, je peux passer à l'étape d'après. Donc là, je tourne la page. Et puis là, je dois payer pour pouvoir passer la barrière. Je n'ai pas écrit de scénario, c'est vraiment juste de montrer l'API. Ah oui, je vous avais dit montrer l'API. Donc si je fais un petit F12, c'est pas très gros. Dans la partie réseau, on le verra au prochain coup. Voilà, je vais payer pour ça, donc je vais perdre un petit peu d'argent. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue API? Si je vous montre en termes de réponse, en fait, j'ai l'intégralité de l'action qui m'est renvoyée. Et un truc qu'on va
c'est que j'ai des liens. Alors c'est vraiment tout petit, pardon. Est-ce que je peux grossir ça? Ouais, je peux grossir, c'est mieux ça. Et si je... Ouais, c'est là qu'il y a la démarcation. Voilà, c'est peut-être un peu cool là. Voilà, j'ai peut-être été un peu gourmand. C'est assez gros peut-être. Donc voilà, particulier par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire probablement dans vos API, c'est qu'il y a des blocs qui ne représentent pas des données. Là on a le texte, le provision, on a le monstre, il y en a plus qui est mort. On a le héros avec l'ensemble de ses datas. Donc les datas, ça c'est classique, c'est ce que vous faites déjà dans vos API REST. Mais on a des éléments un petit peu nouveaux, comme des liens, des templates. On a des informations par exemple qui nous parlent de comment est-ce qu'on pourrait mettre à jour les datas. Avec, voilà, on parle d'un mot-clé, on nous demande, on nous précise quel est le type de contenu qu'on va pouvoir utiliser, on nous précise même quelles sont les propriétés qu'il faut envoyer pour pouvoir mettre à jour le scénario. Donc toute la magie, tout ce dont on est en train de parler, la fameuse contrainte ETOS, c'est justement ça, c'est le fait de dire, je ne vais pas juste envoyer la data, je vais aussi envoyer ce qui va permettre de faire les transitions de la data vers le nouvel état du processus. Donc là, en fait, on est dans un énorme processus métier qui est venu pour nous être le héros, et je le traite avec la contrainte ETOS. Et à chaque fois, je fais un seul aléatoire serveur qui permet complètement de changer la présentation de mon affichage, enfin de mon application. Voilà. Donc là, je peux manger des provisions. Est-ce que je choisis de le faire? Oui, non, bon, bof. Allez, je vais manger des provisions, ça remonte du point de vie. Là, j'ai plus le droit. Le jeu me dit que j'ai plus le droit de manger des provisions. On n'a effectivement pas le droit de manger deux fois au même endroit. Là, j'arrive à un endroit où je peux acheter des provisions. Je vais en acheter. Voilà. Je vais perdre un petit peu d'argent. Et puis j'ai terminé. Voilà. Donc ça, c'est pour la démo. C'est juste ce processus métier. Évidemment, on change le back-end. On peut prendre le sorcier de la montagne de feu. Ça marche hein, avec ça. Il y a à peu près toutes les fonctionnalités d'un micro-controller. Mais le but, c'était pas de parler de ça. Le but, c'est évidemment de parler de... alors, c'est quoi? De ETOS. Et donc, ce qui m'a mis sur la piste de cette manière de faire qui n'implique pas de couplage, c'est la lecture de ce livre. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Richardson, Amundsen et Ruby. Mais les deux principaux, c'est Richardson et Amundsen, sont ces deux individus-là. L'un travaillait chez Canonical au moment où il écrivait ce livre, le premier, Leonard Richardson. Vous allez voir qu'il est devenu assez célèbre dans la sphère ETOS un peu plus loin. Et Amundsen, c'est l'évangéliste. C'est le gars qui va de conf en conf, de talk en talk, de blog post en blog post, vous expliquer que ETOS, c'est vraiment très très bien. C'est le prêcheur. Donc parfois, il a un côté prêcheur dans le désert, mais il continue d'y croire. Pas plus tard que là, ce mois-ci ou le mois dernier, il a encore comité sur ce sujet-là. Donc voilà, même si ces sujets-là datent de pratiquement 14-15 ans, même plus, vous allez voir, on va en reparler, ça peine à prendre, à accrocher dans les communautés. Donc on a c'est notamment Amundsen qui prêche pas mal. Pour être tout à fait exact, et pour pas aussi biaiser la présentation vers un talk qui serait pro Richardson et pro Amundsen, il y a aussi cet excellent bouquin qui parle aussi de ETOS. Et celui-là est particulièrement intéressant pour les gens qui font du Spring, parce que l'application exemple de ETOS pour Spring, en fait, c'est celle qui est décrite dans le bouquin. Donc on la reverra, enfin, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais voilà, là-dedans, il y a un processus métier qui a été recodé complètement en Spring et qui est bien plus velu que ce que je vous ai montré en termes de démo. Les auteurs, Jim Weber, qui est architecte chez Neo4j, Savas, alors lui j'ai du mal à le dire, Savas Parastatillis, qui travaillait chez Microsoft sur comment il s'appelle le truc qui parle Cortana, travaille sur Cortana. Donc voilà, on peut passer de ETOS à Cortana. Et Yann Robinson, dont je vous montrais la présentation tout à l'heure. Donc c'est les trois qui ont écrit ce bouquin qui est également très très bien. Donc voilà, c'est vraiment les références sur ETOS pour moi. Si vous devez en lire un, lisez l'un ou l'autre. Selon que vous êtes plutôt prêcheur ou plutôt un peu plus pragmatique. Alors, il faut qu'on parle un petit peu du modèle de maturité de Richardson. C'est moi quand je demande à mon équipe qu'est-ce qu'elle a envie de coder, en gros je leur parle de ce niveau-là et je leur demande où ils ont envie de se situer. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec ceux qui étaient là. Je ne veux pas donner des outils, forcer des gens à utiliser des outils avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Donc moi, j'aimerais bien aller au niveau 3, mais si les gens sont plus confortables au niveau 2, ça ne pose pas de problème.
Alors c'est quoi ce modèle de maturité de Richardson? J'ai honteusement piqué le dessin à Martin Fowler, qui en parle sur son site web. Et le Richardson dont il est question, c'est le fameux Richardson du bouquin de tout à l'heure. C'est Leonard Richardson, l'employé de Canonical, qui a été amené, pareil, à trouver des solutions pour éviter d'avoir des couplages trop importants entre son front et son back. Et alors les niveaux, ben, ça commence au niveau 0, donc ça se lit de bas en haut. Le niveau 0, c'est quand on ne fait pas du tout d'AITOAS, on fait même pas du reste. C'est-à-dire qu'on utilise les principes d'HTTP pour faire un peu n'importe quoi, un peu ce qui va marcher. Donc ça, c'est peut-être là où on en était il y a 10-15 ans, quand on débutait sur le développement des API et qu'on était encore très puéril dans notre approche. Le niveau 1, c'est le niveau, je pense que tout le monde y est largement ici, c'est le niveau où on commence à isoler au travers d'URL qui sont des identifiants uniques, le fait que chaque ressource d'un système est identifiée par cette URL. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends un article de Wikipédia, eh ben, en.wikipedia.org/wiki/ je sais pas moi, LionJug, je sais pas si vous existez sur le... Non, pas encore. Ben, Java, on prend Java. Ben, quelque part, il y a une URL unique qui identifie la page de Wikipédia qui va parler de Java. Donc ce principe d'URL unique qui identifie une ressource, c'est le niveau 1. À partir du moment où on a ça, on est déjà au niveau 1. Le niveau 2, pareil, je pense qu'on y est tous aussi aujourd'hui. C'est le niveau où on utilise pleinement les verbes, l'expressivité des verbes HTTP. Donc vous connaissez GET, vous connaissez POST, parce que c'est ce qu'on utilise pour programmer les formulaires. Et j'espère que vous utilisez aussi PUT pour les modifications idempotentes et delete pour les suppressions. Peut-être certains d'entre vous utilisent aussi l'extension de HTTP avec patch qui permet de faire des updates partiels. C'est à peu près ce sur quoi la communauté s'est cristallisée. Et le niveau 3, ben c'est quand on rajoute ces contrôles hypermédias que je vous montrais tout à l'heure dans la partie basse du payload JSON. C'est quand on commence à faire, comme dans une page web, à envoyer des données qui représentent les liens disponibles et les possibilités de modifier une ressource au travers de quelque chose qui ressemble vaguement à un formulaire HTML. Mais sauf qu'on est dans le domaine de l'intégration de système, et donc c'est pas vraiment un formulaire HTML, c'est un peu autre chose. Et ce modèle de maturité de Richardson, il a été en fait présenté à la QCon en 2008, et c'est cette slide qui le représente le mieux. C'est quand Leonard Richardson dit en fait, le web a écrasé tout le reste par rapport à Gopher, par rapport à des protocoles e-commerce qui existaient à l'époque, mais qu'on n'a jamais vraiment vu parce qu'ils ont été écrasés par le web. Aujourd'hui, quand vous achetez sur un site e-commerce, vous allez le faire avec un site web. Parce que le web permet tous les usages et de manière assez facile, parce que c'est une pile technologique qui est étonnante. Il y a 3 couches, il y a les URI, on en a parlé, finalement c'est le niveau 1 de tout à l'heure, l'identification des ressources de manière unique, le protocole HTTP qui permet d'avoir l'expressivité de ces verbes pour pouvoir agir avec les ressources, et enfin, une manière de guider la transaction au travers d'hypermédias, les formulaires, les hyperliens. Imaginez en fait les sites web qu'on a aujourd'hui sans les formulaires et sans les hyperliens, et quelque part vous avez le point de vue des pros 8OS sur nos API REST quand elles ne font pas les contrôles hypermédiats. Il manque une partie et ça semble un peu tout sec. Il n'y a pas de retransmission de cette vidéo, enfin il n'y a pas de retransmission en vidéo de ce talk, mais par contre sur le site et au lien qui est indiqué en bas, vous avez la transcription texte que Richardson a faite sur sa propre présentation et qui permet d'avoir sous forme de document tout ce qu'il a dit à cette époque-là, et le talk est vraiment passionnant, je vous le recommande. Il y a toute une explication des anciens protocoles, il revient sur toute l'histoire du web, c'est vraiment très très chouette. Pour aller un petit peu plus loin, ça j'aime bien le citer parce que c'est pas aussi ancré dans l'idée 8OS, mais il y a ce monsieur Jason Desrosiers qui a proposé une nouvelle subdivision du modèle de maturité de Richardson en prenant le niveau 3 et en le découpant en 4. On ne va pas forcément en parler parce que ça nous fait rentrer dans qu'est-ce qui fait qu'un médiatype est meilleur que tel autre pour tel type d'application. C'est vraiment une étude complexe. On va un peu brosser ce sujet-là tout à l'heure, mais sachez simplement que si vous voulez aller plus loin
et que vous voulez avoir un peu plus de finesse sur votre compréhension du niveau 3, il y a ce document qui me paraît très bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi, pareil, un peu plus de bruit autour de ce truc-là. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est 2018. Donc on est passé de quelque chose qui se passe en 2008, et on voit que ça continue un peu comme une lame de fond, avec des gens qui continuent à écrire, à bloguer, à parler, comme je le fais modestement, sur ce sujet-là, pour dire il y a peut-être quelque chose à creuser. Si, ça vaut le coup. Alors les hypermédias, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, je l'ai un petit peu évoqué, mais c'est quoi les hypermédias? Je suis allé chercher une définition. Parce que moi j'étais gêné quand j'ai fait cette thèse, je me suis dit mais les hypermédias c'est quoi en fait? C'est les hypertextes? C'est quoi? Ouais, en fait c'est les hypertextes, mais notre définition aujourd'hui d'hypertexte, c'est celle qui consiste à cliquer sur un lien, il est souligné en bleu, ou à cliquer sur une image et elle s'affiche en gros. Bah, c'est exactement ça l'hypermédia. Quand on clique sur un lien et que ça affiche un contenu texte ou média, une vidéo, un son, on est sur l'hypermédia. Donc en fait on fait déjà tous les hypermédias sur le web, et la proposition c'est de dire et si on faisait de l'hypermédia sur nos API REST. Voilà, une bonne définition, un système de présentation d'informations reposant sur des hypermédias, qui permettent de passer d'un document multimédia, donc pas que du texte, à un autre. Et alors ITOS, c'est quoi cette contrainte? Et puis, vu que ça n'a aucun rapport avec Oracle Application Server et la détestation qu'on peut en avoir, merci Gérard, en fait c'est un acronyme qui veut dire Hypermedia as the Engine of Application State. Et l'idée derrière ça, c'est de dire, vos hypermédias doivent permettre de décrire quelles sont les transitions possibles depuis l'état actuel tel qu'il est représenté par une payload JSON jusqu'aux futures étapes du processus. On retrouve la notion de processus. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure à propos des bouquins que je montrais, c'est qu'à chaque fois l'exemple qui est utilisé, c'est celui d'un processus, mais c'est mon humble avis que ces livres-là ne mettent pas suffisamment l'accent sur le fait que c'est surtout bien adapté pour les processus et peut-être un peu overkill sur des applications de présentation pure. Voilà ce que je vous racontais sur l'état de la ressource avec la liste des liens. Et ça fait partie de la représentation. Ce qui aurait pu être une implémentation possible tout à l'heure du livre dont vous êtes le héros, ça aurait été par exemple de poser la question au serveur, est-ce que j'ai le droit d'afficher le bouton pour manger? Est-ce que j'ai le droit d'afficher le bouton pour changer de page, changer de paragraphe? En fait, si vous faites ça, ce que vous diront les gens qui font du ITOS, c'est que vous êtes en train de faire du RPC par-dessus HTTP. Et c'est une tentation qui est assez naturelle, notamment quand on vient de la base de données et qu'on raisonne en termes de c'est quoi mes entités, c'est quoi mon système. Mon système, c'est un héros, mon système, c'est des monstres, mon système, c'est une aventure, c'est des pages, c'est des rencontres. Si j'allais interroger ces différentes ressources pour obtenir leur état, et ensuite moi, côté présentation, je vais me débrouiller et je vais afficher, je vais faire ma tambouille. C'est quand on fait ça qu'on en arrive justement à ces problèmes de coupage, parce que la présentation se retrouve à implémenter le processus métier. Donc c'est là l'erreur en fait à ne pas commettre. Et si vous allez regarder le code de l'application, vous verrez que le modèle métier il a été codé en archi hexagonal avec un beau cœur métier qui est complètement dissocié de l'API. Vous verrez qu'il y a une complexité par rapport à ce que l'API expose, qui est juste du simple au quadruple, etc. On a vraiment une grosse différence entre les deux. Et l'API REST, elle est triviale par rapport au modèle. Bon après, c'est un livre où vous êtes le héros, hein, ça va, c'est pas non plus un système complexe. Alors, une question aussi que je me suis posée, c'est parce que moi aussi, les hypermédias, je suis tombé dessus, on était en 2019, je crois, on faisait de la rando, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais alors qui en produit? Parce que si je ne suis pas au courant, peut-être que personne n'en fait. Heureusement, si, il y en a quand même qui en font, mais je reconnais que ce n'est pas la majorité. Alors, il y a Spring, naturellement, et on en parlera tout à l'heure, ils font un énorme effort autour de ITOS. Il y a clairement des gens qui moulinent dans leurs équipes et qui poussent l'équilibre vers plus d'ITOS que ce qu'on avait avant. Il y a Microsoft qui en fait un petit peu, pas beaucoup. Amazon un petit peu, pas beaucoup. Adidas en fait. Camunda, donc Camunda, on parlait de process tout à l'heure de VPN. Ouais, l'API REST de Camunda, c'est une API hypermédia de niveau 3. SlimPay, un système de paiement. Et NRK TV, alors il y en a plein d'autres, hein. Mais NRK TV, je l'ai cité, c'est une télévision norvégienne. Et en fait, leur architecte a fait un talk aussi que vous pourrez retrouver sur YouTube. Il est dans la bibliographie. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, expliquer comment on marie du DDD avec du ITOS. Le talk n'est pas trop mal. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu à
quel moment ça parle un petit peu de HOS. Donc là, on est par exemple dans le Naked Gateway. Voilà, on voit des noms qui pop comme ça, ce Hypertext Application Language, on va en parler. On va quasiment parler que dessus là d'ailleurs. Microsoft, non, ça c'est Adidas. Adidas aussi utilise du HAL. Voilà. Et il fait un petit peu de pub pour Spring, donc ça on va en parler justement. Spring Framework le supporte out of the box. Quarkus aussi apparemment, je suis allé chercher, j'ai pas vu. C'est éventuellement un package communautaire qui le fait, mais c'est peut-être ça dont Adidas parle. Microsoft, au travers de 2IS, qui fait du HOS, incroyable. Je ne sais pas si vous faites du 2IS. Camunda, donc voilà, on retrouve à nouveau les links et les embedded, ils font du HAL plus JSON. Vous voyez que beaucoup de gens font du HAL. D'accord. L'application, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, ne fait pas du HAL. On est allé un petit peu plus loin. C'est du HAL plus Forms. On en parlera après. Et Slimpay, pareil, ils font du HAL plus JSON, c'est indiqué là. Donc c'est très souvent, malgré tout, cet hypermédia-là, enfin ce média type, pardon, que vous allez retrouver dans la communauté quand les gens en font. Mais peu de gens en font. En fait, plus exactement, si on prend le modèle de Desrosiers, plein de gens font des hypermédias et au niveau zéro. C'est-à-dire, ils embarquent des URL directement dans le payload de manière non structurée. Donc, quelque part, vous pouvez considérer que si vous embarquez des URL dans le payload, vous êtes déjà en train de faire des hypermédias, mais vous allez voir qu'il manque une des caractéristiques particulières de ce qui fait qu'on est hypermédia ou qu'on n'est pas. Enfin, qu'on est HOS ou pas. Alors maintenant, j'ai parlé de théorie pendant tout ce temps, on va quand même un peu rentrer dans le vif du sujet, on est au Lyon Jug, le but c'est quand même de parler un peu de Java, de code, et Spring, dans ce cas-là. Donc Spring HOS, qu'est-ce que c'est? C'est le travail essentiellement de deux personnes, les suspects usuels, Oliver Broadbaum, qui est allemand, Greg Turnquist, je ne sais pas où il est. Oliver Broadbaum, aujourd'hui, c'est lui qui drive chez Spring tout l'effort sur les hypermédias. Et le type a une puissance de travail qui est dingue. Il me fait penser un peu à Sébastien Deleuze, pour ceux qui voient, avec le même genre d'effort sur du Kotlin ou du fonctionnel. Même genre de truc, tu as l'impression que le gars il porte toute la baraque sur son dos et qu'il envoie. Bref, donc deux individus. Et Oliver Broadbaum, il a des trucs très intéressants dans son panier. Des choses qui, pareil, si vous avez besoin de talk plus tard, parce qu'il faudra du temps pour préparer, je serais ravi de venir vous présenter un peu ce qu'il fait, parce qu'il y a des trucs, c'est génial. Ce produit, en fait, ça fait très longtemps qu'il est dans les cartons. Puisque donc, et si on revient maintenant sur l'histoire de HOS, ben, ça commence avec la dissertation de Fielding qui parle de REST, le mot-clé REST, hein, le mot Representational State Transfer, vous connaissez ça, tout le monde l'utilise, ça fait depuis 2000 qu'on en parle. Le modèle de maturité de Richardson, il apparaît en 2008 à la KubeCon, je vous en parlais tout à l'heure. La première version de Spring HOS, qui est une 0.1.0, c'est 2012. Et avant que ça fasse une 1.0, 2019. Donc il s'est passé beaucoup de temps, en fait. C'est ça qui est très étonnant dans cette histoire-là, et qui, à mon avis, est une part importante de l'explication de pourquoi est-ce qu'on fait des API REST de niveau 2, tous pour la plupart. C'est que l'outillage, moi c'est un peu celui-là que je fais, c'est que l'outillage en fait était nul jusqu'à récemment. Et là, c'est peut-être le moment de se repencher sur cette façon de faire, parce qu'on commence à avoir des outils qui permettent de bosser. Alors qu'avant, il fallait tout faire à la main, et c'était un travail pour des gains qui ne sont pas forcément évidents. Pour autant, je veux vous rassurer tout de suite, Spring HOS, c'est un produit qui est vivant. C'est pas parce qu'il leur a pris 7 ans pour faire une 1.0 que les gars ne sont pas en train de développer. Ça, c'est un exemple que j'avais fait en février. Vous voyez avec les releases, et globalement, en 2022, ça a déjà pas mal travaillé en janvier, en février. Pareil sur 2021. Alors, voilà, je ne suis pas remonté trop bas, hein, mais là, vous avez déjà sur 2021 toutes les releases, alors Candidate, Milestone, etc. Bref, c'est un produit qui avance et qui rajoute des fonctionnalités régulièrement. Il y a des limites, il y a des choses qui ne sont pas encore possibles de faire, mais bon, pour des cas relativement simples, ou alors avec des médiatypes très standards comme HAL, là par contre, vous pouvez y aller, ça marche déjà très très bien. En termes de compatibilité, ça marche avec MVC, ça marche avec Webflux. Surtout avec MVC, il y a encore des choses qui sont en cours d'écriture pour Webflux. Il y a une de l'IS 18N qui a été embarquée directement
dans le produit. Vous pouvez faire un fichier de propriété et vous aurez vos traductions directement dedans pour la partie hypermédia de vos API REST. Il y a un support d'un certain nombre d'hypermédias, enfin de MediaType, pardon, je me trompe, de MediaType directement embarqué à l'intérieur de la livraison que Spring nous fait. Et vous avez des projets communautaires qui rajoutent deux MediaTypes supplémentaires qui sont JSON API et Siren. Si vous voulez créer un projet, vous pouvez aller le faire directement depuis start.spring.io. Il vous suffit d'aller prendre la librairie Spring EliteOS, c'est proposé en standard. Je cite aussi, parce que vous pourriez tenter les REST repositories. Si vous faites des applications vraiment très simples, vous voulez exposer vos bases de données directement comme une API REST, vous pouvez le prendre. En fait, c'est compatible hypermédia. Il y a directement le support de HAL à l'intérieur de REST repositories, sans doute parce qu'il y a du Oliver Broadband aussi à l'intérieur de ce produit-là. Si vous avez envie, vous pouvez aller explorer vos API avec le HAL Explorer qui est proposé. Et ouais. Après, il y a un projet de documentation, mais je pense que ce sera l'objet plutôt d'un autre talk qui est intéressant aussi pour documenter des API hypermédiaires. On n'en parlera pas ce soir. En termes de modèle de programmation, le modèle est relativement simple. Il y a 4 grands objets pour faire des hypermédias. Il y a l'entity model. L'entity model, il va représenter un enregistrement, une donnée, une ressource. Ouais, je devrais plutôt parler d'une ressource. Le nom modèle est un peu mal choisi. En fait, on devrait presque parler de représentation. Il y a une dualité quand on fait des API REST entre la ressource, celle qui est exposée à une URL, mettons, et la représentation, c'est-à-dire ce qu'on récupère sous forme de texte ou autre quand on interroge l'URL pour savoir ce qu'il y a derrière cette URL. On parle de représentation. Donc plus justement, ces objets-là devraient être des représentations, puisque ça nous permet de faire le pont entre la ressource, ou une certaine représentation de cette ressource, et sa vision JSONifiée. Donc l'entity model, c'est une ressource. Le collection model, c'est une collection de ressources. Donc soit on parle de 1, soit on parle de n. Le lien, c'est le lien comme on l'a vu tout à l'heure. Et affordance, ça c'est le nom qui est un peu plus compliqué. En fait, c'est quand je suis sur cette URL et que je récupère cette représentation, quelle autre chose elle me permet que juste récupérer cette représentation. Donc c'est typiquement les templates qu'on va trouver dans les affordances, mais c'est le nom générique qui a été trouvé parce qu'il traîne dans la littérature et qui évite de biaiser soit vers du Alforms, soit vers du Siren, soit vers des MediaTypes bien particuliers qui auraient pu nommer ça sous forme d'action, sous forme d'autre chose. Donc le terme un peu générique, c'est affordance. En termes de bout de code, alors, je ne sais pas si on peut. Oui, on doit pouvoir zoomer avec contrôle. Oula, oui, alors si je zoome au milieu, c'est mieux. Oula, pas top. C'est comment là? C'est à peu près lisible ou c'est mortel? Ouais. Bon, je clique un peu par là, ouais. C'est pas trop mal. Donc là, par exemple, c'est le code pour créer un collection model de to-do. Donc dans ce snippet de code, en fait, j'ai créé un objet très simple pour qu'on puisse se concentrer sur le modèle de données, enfin le modèle de programmation, pardon. Et donc, voilà, un to-do. Alors comment je fais pour passer d'un to-do au sens mon domaine, par exemple, vers une représentation de ce to-do en EliteOS? Eh bien, je vais déjà transformer chaque élément de ma collection, parce que là je suis sur la collection, en représentation. On va voir le code un peu plus loin. Je collecte l'ensemble de mes représentations en liste. Et pour le to-do, enfin pour la collection de to-do, je vais déjà lui donner un lien. Donc l'idée, c'est d'exprimer avec cette ligne-là le fait que il va y avoir un lien présent dans le payload qui va repointer sur la méthode getToDo sur laquelle on est. Ça, c'est des caractéristiques des API avec des hypermédias, c'est qu'on dit toujours où on est, pour une simple bonne raison, c'est que si je récupère ce payload et par exemple je le stocke dans un fichier ou ailleurs, j'ai toujours les informations me permettant de remonter à l'URL qui a servi à produire ce document. Et ça, on le fait avec le mot-clé self. Donc c'est pour ça qu'ici, ça parle de self-rel. C'est la relation vers moi-même. Okay, donc on l'exprime comme ça, avec un lien sur la méthode du contrôleur qui s'appelle getToDo, cette fameuse méthode, avec la relation self. L'API est fluide. Là, on retrouve aussi les racines de Oliver Broadband, qui est un crafter.
n'ayant pas peur des mots, tu verrais les API, je parle pour Node-RED, tu verrais la façon de coder, on a l'impression que c'est Colin derrière. C'est les mêmes builders, il y en a de partout, ça rebranche. Et puis, une fois qu'on a fait le lien, et ben, on a les affordances. Donc, par exemple, là, je veux dire qu'on peut faire une création dans ma collection d'un nouveau to-do. Comment je fais? Je leur dis que j'ai une affordance sur la méthode du contrôleur qui me permet de créer un to-do. C'est la méthode create to-do du contrôleur. Ok? Donc, avec leur langage de programmation qui permet en fait de faire des lookups de méthodes directement dessus, on arrive à quelque chose d'assez lisible qui rajoute les liens directement. Et ça, c'est agnostique du media type que vous avez choisi, c'est-à-dire que ce code-là, je ne le change pas dans tout le reste de la présentation. Je vais vous montrer les représentations de différents to-do en fonction du media type, et c'est toujours ce code-là qui est utilisé. Alors, si je reclique, et là, on va en dessous, et ça, c'est le to-do pour un to-do. Donc, pour un to-do, ben, alors là, je vais faire mon to-do avec son ID, je le transforme en représentation, c'est la méthode qui est juste en dessous. Et si je ne le trouve pas, je jette une erreur de sound parce que quand on fait du VectorOS, c'est important de respecter tout HTTP. Tout à l'heure, j'ai parlé des verbes, get, post, put, delete, patch, etc. Mais c'est important aussi de respecter les codes HTTP. Donc 200 OK, 404, j'ai pas trouvé, ça n'existe pas. 201, je viens de le créer. 204, j'ai pas de contenu à proposer. 500, j'ai une erreur, etc. Et il faut aller vraiment dans toute la richesse de ce que propose l'expressivité du protocole HTTP, qui est un protocole extrêmement riche, qui est un protocole de niveau 7 en réalité HTTP, d'un point de vue aussi. Donc là, la méthode la plus intéressante, c'est celle-ci. Donc là, avec la static factory off sur Entity Model, je prends mon to-do et je transforme mon modèle, sur lequel je peux rajouter un lien sur le contrôleur avec la méthode getToDo qui prend l'ID de ce même to-do. Donc ça me permet à nouveau d'avoir le self-frame, la relation sur moi-même, pour que si le document est exporté, je puisse retrouver l'origine du document. Une affordance, parce que je peux mettre à jour cette fois-ci le to-do, ce que je ne pouvais pas faire sur la collection, et je peux aussi le supprimer. Chaque fois, je vais avoir besoin de l'ID. Okay. Le fait d'avoir nul ici, c'est parce qu'en fait, la seule chose qu'on est en train d'exploiter au niveau des méthodes du contrôleur, c'est uniquement leur signature. On n'est pas réellement en train de les appeler là, on est en train de faire de la réflexivité dessus pour dire quelle est la méthode et qu'est-ce qu'elle propose. Mais là, je ne suis pas en train de faire un update, donc je n'ai pas besoin de passer un payload d'update. Donc je mets nul, ça passe. Par contre, pour l'ID, c'est nul. Ok? Voilà, donc le modèle de programmation, là on a tout vu, les lignes, les affordances, l'entity model et le collection model de spec précédent. Là vous avez vu vraiment l'essentiel des choses. Après le reste c'est du raffinement, ça permet d'aller plus loin, et on va le voir, la richesse elle n'est pas vraiment là, évidemment le modèle de programmation il est tout simple, c'est plutôt les méga-tailles. Comment on va faire pour faire notre choix? Parce que on a vu que la communauté elle faisait parfois du HAL, parfois du hypermédia embarqué dans le payload quand on est un REST niveau 3.0. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire de meilleurs choix? Alors, ce slide n'est pas prévu pour être lu de loin, je l'ai pris uniquement pour montrer qu'il y a un travail qui a été fait par Faber Novel de comparatif de différents médiatypes. Vous avez les médiatypes en haut, c'est pas que des médiatypes supportés par Spring, hein. Il y a des médiatypes que vous ne retrouverez pas en Spring, notamment Mason, Atom. Enfin, Atom, on doit pouvoir le faire, mais pas avec Spring 8OS. JSON-LD plus Hydra plus Shackle, il y en a plein. Et après, avec les possibilités que vous avez, donc ce travail-là, c'est vraiment, je pense, le point d'entrée si vous devez choisir, enfin, si vous voulez partir sur une approche hypermédia, et si vous vous posez la question de qu'est-ce que je prends comme type de média? Est-ce que je commence tout simple, ou est-ce que j'envoie directement avec les besoins? Donc voilà, vous regarderez. Travail vraiment intéressant, il y a 2 articles blog là-dessus, en français et en anglais. Non, c'est pas échappe que je vais faire. C'est bien ça. Non, c'est contrôle. Voilà, c'est mieux ça. On est comment là? Bon, voilà. Alors, parlons un peu des types de médias. Le principal, celui sur lequel on va passer un peu de temps, c'est HAL. HAL, c'est pour Hypertext Application Language. C'est un format qui a été décrit, je ne sais plus l'auteur. Vous avez le URL de l'endroit où se trouve la spécification.
il y a deux enregistrements qui sont disponibles auprès de l'IANA, ce qui fait que vous pouvez faire du JSON et du XML. Alors ça déjà, ça vous signale l'époque à laquelle ce type de média a été fait. C'est une époque SOAP, vous voyez? Parce qu'évidemment, personne ne fait du HAL plus XML. Dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on est sur du HAL plus JSON. Mais l'époque où ce type de média a été fait, ben, c'est une époque où ce n'était pas encore clair quel format allait gagner. Donc voilà, ils ont fait les deux. C'est vraiment le plus simple des formats. C'est juste une lecture directe de quoi j'ai besoin pour faire comme dans des pages web. J'ai besoin de mettre des liens. Ok, ben voilà. Boum, vous avez HAL, ça met juste des liens. Rien n'est prévu pour les modifications. Donc les updates, les delete, tout ça, vous asseyez dessus, vous ne l'avez pas avec HAL. Mais à la limite, pour des cas d'application, par exemple, de lecture seule, ça passe très bien. Vous avez votre application hypermédia avec un type de média qui répond réellement aux besoins. Ça va être un peu le fil rouge pour la fin de la présentation. Globalement, on n'est plus dans le monde application/JSON dans tout ce qu'on raconte. Quand on est en application/JSON, implicitement on est en REST niveau 2 ou éventuellement en 3.0 parce que rien dans le payload ne permet à quelqu'un de l'extérieur, sans une discussion avec la personne qui a mis en place l'API, de déterminer qu'est-ce qui est un lien et qu'est-ce qui est quelque chose qui va permettre de guider l'utilisateur vers une prochaine transition. Donc ça veut dire que dans tout ce qu'on va voir après, vous avez toujours une spécification qui décrit comment le media type fonctionne et toujours une isolation des liens, voire des templates, des actions, des formulaires, des affordances au sens large, qui sont décrites dans un document. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir des informations qui sont indisponibles sur la façon dont le payload est fabriqué. Donc il y a toujours cette idée d'une spécification et vous allez voir parfois ça va assez loin. Donc ça c'est un schéma que j'ai pris chez HAL. L'idée c'est que donc, vous avez bien la ressource d'un côté, les liens de l'autre, bien isolés. Et éventuellement on peut faire ça en récursif avec des ressources embarquées. Je l'ai peu vu, mais ça marche pour les collections ça. Donc le type de payload que ça donne, ça c'est par exemple pour une collection. Donc on est sur des to-do, toujours les mêmes to-do tout à l'heure, et on retrouve ce qu'on disait, c'est-à-dire une sérialisation des champs de mon to-do, son ID, son titre et son état, et un lien qui permet d'aller sur ce to-do-là. On est sur la collection. On pourrait prendre le parti dans un format d'avoir une exposition des affordances directement sur la collection. C'est rarement le cas. En général, on a juste le moyen d'aller de la collection vers l'élément particulier. Et le lien sur le to-do, sur la collection to-do, l'ensemble. Donc là, on est en HAL, il n'y a que des liens. Ça ne va pas plus loin. Ça, assez logiquement, c'est votre to-do. C'est quasiment une extraction de ce qui était au-dessus. Parlons un petit peu de la normalisation des relations. J'ai dit tout à l'heure que HAL plus JSON, c'était un non réservé auprès de l'IANA. L'IANA, c'est l'Internet, c'est écrit Internet Assigned Numbers Authority. J'arriverai jamais à le retenir. C'est l'organisme dans la gouvernance d'Internet qui se charge d'enregistrer les choses un peu normatives. Donc c'est eux qui se chargent des types de médias. Donc application/JSON, c'est chez eux que ça se trouve. Il y a une spécification pareille associée à ça. Et donc tous nos formats hypermédias devraient en théorie se trouver ici. Pareil, vous allez voir que tout le monde ne joue pas forcément le jeu d'aller enregistrer son hypermédia auprès de l'IANA. Mais l'IANA, il a quand même un rôle important dans les liens, dans les hypermédias, c'est la définition des types de relations. Tout à l'heure, on a vu self-rel, la relation vers soi-même, self. Donc là, on le voyait tout à l'heure, c'était assez visible. On voit ce petit mot-clé self, ici. Et bien celui-là, il est normalisé auprès de l'IANA. Ils ont une page complète et hyper longue de l'ensemble des relations normalisées. Vous avez edit, vous avez pay, vous avez browse, vous avez tout un tas de verbes qui sont décrits déjà ils existent, il y a ce nom-là, il existe, mais surtout la sémantique associée à ce nom est définie. Donc ça veut dire que quand vous utilisez ce lien, quelqu'un qui est au courant de comment c'est fait auprès de l'IANA et quels sont les verbes qui existent, il peut interpréter la signification de votre lien en se référant à un dictionnaire partagé. C'est aussi pareil, une idée importante d'hypermédia, c'est de dire c'est important qu'il y ait une information qui structure la sémantique de ce qu'on fait.
Donc c'est cette page, vous en avez une liste donc longue comme le bras, c'est dommage, j'ai pas mis le slider de la page, enfin voilà, vous pourrez retourner, j'ai pas mis le lien, c'est pas du boulot, c'est pas du bon boulot. Bon, je ferai la prochaine fois. Heureusement, dans Spring Data OS, les relations de l'IANA sont maintenues aussi, et donc tout ça, ça finit en constante. Donc vous allez retrouver aussi dans la base de code l'ensemble des relations, pour si vous voulez utiliser ce catalogue-là. Et alors vous allez me dire, ouais, mais moi je voudrais exprimer quelque chose qui est très particulier, qui est dans mon domaine métier, et c'est une relation, en fait, elle n'existe pas auprès d'IANA. Ben, c'est pas grave, il y a ce qu'il faut aussi. Vous pouvez définir vos propres extensions de type de relation, et ce qui est préconisé, c'est que ce soit des noms d'URL. Et que ces noms d'URL, on puisse cliquer dedans pour aller tomber sur une page HTML qui nous donne la sémantique de ce que vous avez voulu dire. Toujours cette idée qu'on a des ressources identifiables de manière unique et non équivoque, dans lesquelles on va pouvoir trouver de l'information qui nous permet de nous mettre d'accord entre le développeur front et le développeur back, ou entre les deux développeurs qui font de l'intégration de système. Alors, Alform, c'est l'enfant de Al. Il s'appelle comme ça parce que c'est son fils spirituel. C'est un médiatype qui a été décrit par Amundsen, Mike Amundsen, vous vous rappelez, l'auteur du bouquin chez O'Reilly, dont je montrais la couverture tout à l'heure. Et dans son bouquin, il décrivait ce médiatype, Alform, qui rajoute les formulaires à Al. Donc c'est vraiment l'extension qui manquait pour avoir la possibilité de mettre à jour une donnée. Sans surprise, c'est celui que j'ai utilisé pour l'application de démonstration. Donc vous avez un exemple d'une application Alform sur GitHub, sur mon repo. Le nom a été enregistré auprès de l'IANA et vous avez la notion de formulaire. Donc en termes de payload, ça ressemble à quoi cette fois-ci? On retrouve sans surprise la collection de to-do avec les to-do exactement comme en Al, ça ne change rien. Par contre, on récupère maintenant ce bloc de template dans lequel vous allez avoir comment mettre à jour une donnée. Donc là, j'ai pris une modification idempotente, input, qui me permet de mettre à jour les données, et je peux changer d'après ce que me dit ce contrat-là, le champ completed, le champ title, et apparemment c'est tout. L'ID n'est pas changeable. J'ai fait le boulot comme il faut. D'ailleurs, c'est surprenant, pourquoi ça figure là, cette affaire? Ah, les templates sont présents dans les collections, bah, vous voyez, je m'en souvenais plus. Donc là, on retrouve ils sont embarqués, j'aurais pas parlé dessus. Bon, voilà, c'est le même, c'est le to-do. Et là, ce qu'on ne voit pas, je vais scroller, c'est, voilà, vous avez le delete également, qui ne prend pas de propriété, il n'y a pas de champ pour le delete, il y a juste l'utilité à chaque fois sur l'URL de self. Donc en fait, je fais un delete sur ce truc-là, mécaniquement par le contrat, je sais que je vais le faire. Alors vous allez me dire, mais par rapport à du Swagger, en fait, c'est quoi la différence? On est presque sur les mêmes choses, mais Swagger le fait plus en mode, tiens, voilà un contrat, je te le mets à disposition, et là on est plutôt sur le type de média qui porte une sémantique, donc quelque chose de beaucoup plus générique, beaucoup plus portable, beaucoup plus réutilisable. Votre contrat Swagger, il vaut que pour vous. Il affiche les mêmes informations, il vous permet de tester même les choses, et c'est super bien. Mais là, quelque part, vous êtes en Alform, vous êtes en terrain inconnu, vous aurez des templates, vous aurez des liens. Et ça va marcher comme ça doit marcher sur HTTP. C'est-à-dire que le put est idempotent, le post, c'est sans garantie, le delete, il va supprimer. Et le get, c'est safe. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure dans les notions de profile, la façon de déclarer les différentes relations, c'est quoi d'ailleurs? C'est les différents types d'actions. Il y a un mot-clé, c'est safe. C'est pour dire get, en fait. Mais on peut l'utiliser pour d'autres trucs. Et safe, voilà, c'est ça qu'ils ont retenu. Alors, quand on fait du Alform, on a un client qui est embarquable dans une application Spring Boot, qui est le Al Explorer. À l'origine, c'était un développement qui avait été réalisé par le mec qui avait fait Al, il avait fait un petit bout d'application. Et puis ça a été repris par Kyle Tutter, dont on reparlera un peu plus loin. Vous voyez que cette communauté-là, finalement, il y a toujours un peu les mêmes personnes qui reviennent à différents moments. Voilà, ils se connaissent bien, je pense. Ça supporte Al, ça supporte Alform. C'est disponible sur le GitHub de Tutter, j'y arriverai. Et ça ressemble à ça.
c'est-à-dire un peu comme un Swagger in Bike, mais plus rustique, moins bien fini, clairement, mais qui va vous permettre de rentrer l'URL qui vous intéresse et de regarder tout ce qu'elle propose en termes d'hypermédia, en termes de contrôle. Donc là, on voit que c'est dual plus force. On voit que voilà, ça donne cette réponse quand on clique. Il y a une espèce de sémantique assez marrante sur les boutons. Ça, c'est le get. La flèche verte, c'est safe, il n'y a pas de problème, c'est ça. Et s'il y a les autres opérations qui sont proposées, vous allez avoir en fait un carreau orange, une croix rouge, enfin, bon, c'est assez visuel, c'est assez marrant. On fera peut-être une démo là tout à l'heure. Ouais, on va faire une démo, tiens. Ça, on va faire une démo. Je sais plus. Ah ouais, bah c'est celui que j'ai oublié. C'est celui que j'ai oublié. Alors, il est où? Il est sur localhost 80 et 82. Ah, effet démo. Ouais, c'est bon. Bon, alors voilà, c'est ce que je vous disais sur les boutons. Vous avez en fait tous les boutons là, donc c'est get, ça va être post, oui, parce que c'est le plus, put, peut-être patch, et delete. Voilà. Et là, donc, il suffit d'aller rentrer l'URL ici, et après, voilà, la taille d'écran c'est un peu bizarre. Mais ouais, voilà, on va rentrer un peu. Parce qu'il est allé chercher, il est allé chercher le profil. Amusant. Donc là, par exemple, si je fais. Est-ce que ça marche pas ça? Voilà, donc là on a le to-do numéro 1, il est ici, avec ses propriétés, voilà, c'est génial. Il est en quoi par défaut? Alforms template? Ouais, il est en Alforms. Je me souviens plus dans quoi j'ai réglé l'application. Voilà, donc le deuxième to-do, mais voilà, on va supprimer. Voilà, il est supprimé. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu. Peut-être pas bien testé ce truc-là. 404, bah oui, il n'existe plus, c'est fait supprimer plus tard. Bon, par contre, le 404, ça marche. Hop. Allez, on revient sur la page. Donc ça, c'est Al Explorer. Et pareil, vous pouvez le tirer directement par start.spring.io. C'était le reste repository Al Explorer que je montrais sur la deuxième slide. C'est F, hein, pour le ouais, c'est ça. Hop. Donc d'autres médiatypes, je vais aller beaucoup plus vite parce que pour moi les deux plus importantes c'est ce qu'on a vu, HAL et son extension. Collection plus JSON, c'est un médiatype un peu particulier parce qu'il vient en tant que spécification du type de contenu, mais aussi de comment le requêter. Et alors c'est là où un produit comme Spring 8OS il est un peu aux limites, c'est qu'il va vachement vous aider sur la structure, mais alors par contre pour implémenter le reste de la spec sur la partie recherche, dans votre base de données, dans votre repository, pour que le filtrage soit cohérent avec ce qu'un client est censé attendre d'une application qui sert de collection plus JSON, bah là c'est vous qui allez avoir le travail à faire. C'est du code. Là pour le coup, ça y est, il faut coder, c'est les vrais algos, c'est les vrais critères de recherche, c'est tout ça. Mais en soi, rien ne vous empêche de le faire. Donc c'est vraiment des applications de type collection. L'idée c'est de dire, je veux faire la collection de timbres, bon bah voilà, collection plus JSON, ça pourrait le faire. Mais honnêtement, HAL le fait très bien aussi. C'est à nouveau un médiatype qui a été créé par Amundsen, dont il parle dans son bouquin. Le bouquin, ah oui, ça c'est aussi un truc important. Le bouquin d'Amundsen et de Richardson, le bouquin de O'Reilly, c'est clairement la spec de Spring 8OS. Il y a tout ce qui est dans le bouquin se retrouve dans le produit et vice versa. Donc si vous voulez savoir comment Spring 8OS a été réfléchi, lisez le bouquin de Amundsen. Okay. Donc voilà, en termes de données, il n'y a rien qui change vraiment. Hein. On a à nouveau notre collection de to-do dans un bloc content cette fois-ci, au lieu d'avoir embedded, on va avoir les mêmes choses. Au lieu de underscore links, on va avoir links. Par contre, rel, self, ça continue de rester. Mais finalement, en termes de ce que ça apporte, pas très différent. Voilà, ça c'est juste un tout seul. Il y a aussi Uber, rien à voir avec la société, hein, c'est vraiment aucun rapport. Celui-là n'est pas enregistré auprès d'IANA, curieux pour un truc qu'Amundsen a fait. Donc ça se présente comme un médiatype avec un vrai nom de médiatype, mais c'est pas enregistré. Donc c'est que dans la tête des gens. Il n'y a pas de. La vraie spec, elle est sur le GitHub de la spécification. Et encore avant, c'était sur le GitHub d'Amundsen. En termes de payload, alors là, vous voyez, on est dans le modèle verbeux. C'est pour ça que ça s'appelle Uber. Parce que ça véhicule vraiment les mêmes informations. Mais alors par contre, en termes de verbosité, ouais, ça se pose là. Vraiment
qui a servi à exposer, je ne sais pas si ça sert vraiment de le faire, mais voilà, dans ce format-là, c'est ça qu'ils ont choisi. Bon. Uber. C'est un peu Uber. On va arrêter avec ces formats-là parce que comme ils se ressemblent beaucoup, je vais vous parler maintenant des formats spécialisés. Parce qu'il y a les formats génériques, on l'a vu un petit peu, qui permettent d'exposer votre API REST. Mais il y a des formats qui sont intéressants aussi pour d'autres usages. Celui-là est très intéressant, c'est ALPS, pour Application Level Profile Semantics. L'idée, c'est on veut avoir des informations qui décrivent l'API REST qu'on est en train de développer de manière fiable et de manière accessible, sans que j'ai besoin d'aller coincer un gars dans un couloir pour m'expliquer ce qu'il a voulu faire, ou une doc au format Word qui va être périmée ou qui ne va pas être accessible. Et bien, ALPS, ça répond précisément à ça. Ça répond au besoin de décrire la sémantique de mon API REST. Ça veut dire quoi ID, ça veut dire quoi title, ça veut dire quoi completed dans le cadre de mon application. Et bien pour le faire, je vais faire un profil, je vais l'exposer avec mon API et je vais permettre à la personne d'aller regarder comment c'est fait, enfin à quoi je fais référence. Donc il y a un modèle de programmation particulier cette fois-ci. C'est un modèle de programmation dont les éléments sont également présents dans Spring 8 OS. Alors pardon, c'est un peu dégueulasse. Je vais zoomer par partie. Je vais zoomer par là. Voilà, c'est pas mal. D'abord, ça commence avec une static factory ALPS sur un objet ALPS qui l'expose. Et on va créer un objet descripteur contenant l'ensemble des descripteurs des différents champs. Donc là, vous voyez évidemment le premier et les autres sont tous pareils. L'ID, c'est le nom du champ que je cherche à préciser. Enfin, c'est même l'identifiant du champ que je cherche à préciser. Là, plus correctement, j'aurais dû mettre une URL. C'est même une erreur de ma part, j'aurais dû mettre une URL exemple.com /to/id, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je devais être fatigué. La description de cet élément, c'est sémantique. Ce que je suis en train d'apporter, c'est vraiment juste la signification de ce à quoi sert ce champ. Et là, vous avez un peu plus loin un document. Vous pouvez mettre une page HTML si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis juste un texte avec value. C'est la description. C'est là, c'est ce qu'on voit pas, enfin, vous imaginez, je pense, assez facilement. C'est l'ID, c'est the identifier. On remplit tout ça, on build, et à la fin, eh ben, on a un joli payload avec la définition de ce qu'on expose au travers de notre API REST. Donc là, c'est vraiment une vocation de documentation, mais au travers d'un type de média qui est dédié à ça. Donc pareil, quelqu'un qui peut interroger votre profil, il va tomber sur le profil, il va savoir que c'est juste pour avoir de l'information sémantique, c'est juste de la donnée. Un autre format spécifique spécialisé, c'est problem details. Combien de fois est-ce qu'on a voulu exprimer le fait qu'on avait un problème technique, un problème même fonctionnel avec notre API, et donc on a défini un format ad hoc. On s'est mis autour d'une table et on a dit qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait un code, il faudrait un statut, il faudrait un détail. Ouais, mais moi mon détail, je veux qu'il soit plus détaillé, etc. Bon, bah, cherchez plus, prenez ça. C'est défini aussi par un type de média qui est problème plus JSON. Il y a une doc qui le spécifie complètement. C'est référencé auprès d'IANA. Donc, la définition a priori sera la même pour tout le monde. Et pareil, vous allez avoir une API programmatique qui vous propose, alors on va essayer de tourner par là. Voilà, pareil, une static factory create sur problème. On est vraiment sur du code de crafter, hein. Quand on regarde, c'est vraiment ça. Et ensuite, là pour le coup, je l'ai bien fait avec le fait que mon identifiant est bien une URL. Donc là, mon problème, c'est que je ne peux pas updater un champ qui est compliqué, enfin un truc qui est compliqué. Avec ce titre-là, c'est un truc optionnel, je ne suis pas obligé de le mettre. Le statut que j'ai choisi, c'est forbidden. Ça peut surprendre, mais à la limite, c'est bien interdit de faire ce que je fais. C'est pas juste parce que Hugo t'a dit que 403 c'était le code pour dire t'as pas le droit parce que t'as pas les credentials. Ça peut être aussi une interdiction fonctionnelle. T'as pas le droit de faire ce que tu fais. Et je lui donne l'instance de l'objet qui a posé problème. Pareil, je fais référence à l'identifiant de l'objet dans son contexte, donc /to/l'id de l'objet. En termes de payload, c'est pas très compliqué, hein. Ça va rendre ce que vous imaginez. Et là, c'est une version très simple. C'est-à-dire qu'après, si vous voulez mettre du détail à l'intérieur, il y a en fait une HMAP qui est attachée à cet objet-là, et vous pouvez rajouter des champs et des champs et des champs. Mais voilà, vous pouvez partir de là. Si vous voulez prendre dans Spring 8 OS, il est directement dedans. Sinon, vous pouvez le refaire ad hoc, hein. C'est pas non plus très compliqué.
Mais au moins, c'est structuré, c'est standardisé, il y a une spec pour ça. Il y a aussi des extensions communautaires, et vous voyez avec la barre de progression, je suis bientôt au bout, et votre agonie est bientôt terminée. Il y en a deux autres, donc c'est JSON API. On avait déjà parlé de Kite Tutor tout à l'heure, c'était le gars qui avait écrit à l'Explorer. Et bien il a aussi créé le plugin communautaire permettant de faire du JSON API dans Spring MapOS, dans Spring Boot. C'est un format intéressant celui-là, il est assez proche de collection plus JSON. Il est très intéressant par rapport aux critères de filtre qu'il propose, et il est aussi très présent dans la communauté PHP. Voilà. Évidemment, comme pour collection plus JSON, tout ce que vous aurez, enfin tout ce qui est propre au modèle de requêtage va être nécessaire de le coder. Mais la bibliothèque, enfin la page qui décrit la bibliothèque est suffisamment bien décrite pour donner des pistes d'implémentation et vous guider si vous voulez aller faire un serveur qui réponde à la spec JSON API, non pas juste sur les modèles de données, mais aussi sur comment ça se passe réellement sur une application JSON API. Et franchement, JSON API, nous on en fait au bureau, alors sur du Drupal, on s'est cassé les dents parce que le modèle de requêtage il ne s'improvise pas. Il est très velu, très souple, et en fait, c'est pratiquement l'enfant illégitime de REST et de GraphQL sur ce truc-là. C'est-à-dire que le client a la possibilité d'aller sélectionner les champs qu'il veut voir affichés, tout en respectant la sémantique REST, c'est-à-dire le fait que pour aller récupérer des données, je ne suis pas obligé de le faire avec un post. Ça, c'est GraphQL. Donc, ça marche bien avec les proxys, par exemple. Pas avec les proxys, avec les caches, ce truc-là. Voilà, en termes de payload, je vous passe, c'est toujours un peu la même chose. Enfin, il n'est pas trop volumineux aussi, il y a aussi ça, parce qu'il faut penser aussi à la taille des flux. Parfois. Siren, c'est le dernier dont je parle. Celui-là, c'est Ingo Glitch qui le fait. Pareil, plugin communautaire sur son GitHub. Je n'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il est un peu comme Uber, très verbeux. Pensez pour de l'intégration technique, vraiment. Là, on voit, on a même le type de médias pour la partie formulaire. Donc c'est très complet, c'est vraiment une belle spec. Maintenant, attendez, j'en ai encore un en dessous. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose. Avec les actions, cette fois-ci, les affordances, ça s'appelle les actions. Gardez en tête que j'ai bien le même code Java à chaque fois qu'il tourne, et la seule chose que j'ai changé, c'est le type de média que j'ai demandé dans ma directive accept du point de vue du client. Donc, moi, mon code Java, c'est le même pour tous ces types de médias que je vous sers depuis tout à l'heure. C'est les deux fragments de code débiles que j'ai mis au tout début. Il y a d'autres hypermédias qui existent, on ne va pas en parler. Ceux-là ne sont pas supportés par Spring MapOS pour l'instant. Si vous avez des envies de projets communautaires, il y a peut-être une place, il y a peut-être des trucs à développer. Celui qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est celui-là. D'abord parce qu'il a une spec auprès d'IANA, mais également parce qu'il a une spec auprès du W3C. Donc c'est un truc qui peut-être dans quelques temps, on va finir par en parler, comme XML, comme tous ces autres formats. Et ma compréhension, c'est que c'est un truc qui se rapproche un peu du web sémantique. L'idée de linker les données, link data, JSON link data, donc de faire une espèce de réseau de ressources liées entre elles par des liens. Donc on est un peu plus sur l'aspect bibliothécaire de l'API. C'est le classement, comment est-ce que je suis un auteur, je suis lié au livre, je suis dans une catégorie, etc. Enfin, on essaie de faire une espèce de grand plan global. Et, petite surprise, en fait, Spring Boot fait aussi des API un peu particulières qui font furieusement penser à des API hypermédias. C'est Actuator. Actuator, alors je vais zoomer un peu parce que c'est vraiment... Je suis pas encore très fort hein, sur le ça... Je suis bourré. Faut bien tirer. Quoi. Voilà, là ça va. Oui, il faut me tirer. Je sais pas faire. Non, je sais pas. Bon, enfin voilà, là j'en ai pas trop mal. Donc là c'est un zoom de Actuator. Je suis allé directement sur l'API d'Actuator tout à l'heure. Et, enfin tout à l'heure, non, quelque part. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ah tiens, il y a des mix, il y a du self, il y a des href, il y a du templating, false ou true. Bon, ça quand même, ça ressemble furieusement à de l'API REST de niveau 3, tout ça. Il y a tous les éléments. Pour autant, déception, ça n'en est pas. Enfin, ça n'en est pas. C'est du 3.0, quoi. Dans la mesure où, pardon, je suis pas du tout le fait, dans la mesure où il y a bien un type de média qui est vnd.springboot.actuator v3, il y a aussi une v2 qui existait juste à partir de Spring Boot 2. Ça, c'est à partir de Spring Boot 2.2, la v3.
Et évidemment, ce nom-là n'est pas spécifié auprès de l'IANA, donc c'est un nom qui sort du chapeau. Et par contre, il y a bien une spécification, il y a bien une URL, et naturellement, j'ai oublié de la mettre. Ah bah non, j'ai mis. Ah bah voilà, j'ai mis. Tout va bien. Donc la spec, il y a quand même une spec. On en a terminé, j'ai plus grand chose à vous raconter sur ce sujet merveilleux, mais j'ai voulu compléter avec une bibliographie parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites sur Spring 8OS et sur 8OS de manière générale. Donc vous avez des documents de Mike Amundsen, vous avez la thèse, vous avez des documents intéressants du blog plutôt de Rolf Hilling. Prenez les URL directement sur mon GitHub, il y a les URL, je sais pas, c'est pour que ce soit un petit geste. Vous avez l'application ResBugs, qui est l'application du bouquin de Savas Parastitadis et de Ian Robinson et de l'architecte de Neo4j. Bouffez son nom. C'est pas grave. Donc cette application-là, vous avez le code source en Spring Boot et avec à peu près toutes les technologies émergentes chez Spring. C'est hyper ardu parce qu'ils ont vraiment tout pris. On n'est pas juste sur le Spring Boot de base, je fais mon API REST avec un /REST-controller et hop, j'envoie. Non, là, c'est un catalogue pour montrer aussi ce que le produit est capable de faire. Donc un peu ardu comme code, mais si vous avez envie de tout faire mal, il est très bien. Et donc il y a le process du deuxième bouquin. Voilà, encore d'autres liens. Donc, je reviens à nouveau sur le Faber Novel avec leur série d'articles sur le comparatif des médiatypes. Vous avez vu que c'est quand même un vaste sujet, ces médiatypes. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas abordé. Et puis même, je vous ai fait vraiment un truc très survol. Un article pareil de l'auteur du wrapper pour JSON API pour Spring 8OS. Qui est très intéressant, pareil, un peu toujours sur la controverse, est-ce que vraiment il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire. Et la thèse de Heimaroy Moist pour la NRK-TV, dont je vous parlais tout à l'heure, où il parle de DDD et d'hyperméthode. Voilà. Et là-dessus, j'ai terminé. Et je vous remercie.